Donc je vous propose de continuer et de terminer la dernière partie de la conférence en continuant, en continuant de parler de tout ce qui tourne autour de l'auto-apprentissage, de l'auto-formation et du numérique, et en faisant un focus sur le mobile. Le mobile et l'éducation, ça se développe beaucoup, et donc on va accueillir 3 entrepreneurs et entrepreneurs qui vont témoigner des différents aspects de l'éducation sur mobile. Donc on va commencer par Antoine Brenner de Gymglish, qui va nous présenter Gymglish, et ensuite Elsa Prieto et Adrien Fourier de StudyQuiz. Bonjour, merci. Donc moi je vais commencer par un chiffre, 93%, et je vais vous demander si vous avez une idée de à quoi ce chiffre peut correspondre. Est-ce qu'on est capable d'apprendre une langue étrangère assez rapidement? Eh ben, par rapport aux autres pourcents qui seraient plus longs à acquérir, non, ce n'est pas ça. Le non, ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas ça non plus. Inversé, on y est presque. Un matheux me siffle devant, 100 moins 7, c'est pas faux, mais c'est pas ça non plus. Alors, non, ça n'a rien à voir avec le pourcentage de ce qu'on peut apprendre. Voilà. C'est le pourcentage de gens qui, après un mois, ne reviennent pas sur une plateforme mise en place par un opérateur national dont le nom commence, de télécom dont le nom commence par et se termine par télécom. Donc une formation payante, hein, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Si on fait payer les apprenants, on peut avoir des taux plus élevés, mais c'est pas parce qu'ils payent que c'est garanti que c'est plus élevé. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je suis rentré dans la section des 3 personnes qui vont parler de formation sur mobile. Mais nous, Gymglish, historiquement, on a commencé à donner des cours de langue par Internet en 2004. En 2004, on n'était pas du tout sur mobile. On était par email. Et on était par email parce qu'il y avait certains de nos clients, on donnait des formations professionnelles, certains de nos clients, notamment dans le monde de la défense, n'avaient pas accès à Internet, enfin ne donnaient pas accès à Internet à leurs salariés. Et on envoyait nos leçons par email. Il y avait des formulaires HTML dans l'email et le bouton Submit, aujourd'hui qui renvoie quasiment systématiquement vers un serveur Internet, il y a une option qui permet de dire si tu es dans un client mail, alors le résultat du formulaire, mets-le dans un email que tu envoies à telle adresse email. Et on récupérait les corrections des étudiants par email. On avait ensuite notre moteur qui faisait les corrections et c'est comme ça qu'on s'est développé. Et aujourd'hui, on continue toujours à faire nos formations par Internet, par email, lesquelles formations sont disponibles soit de façon classique par Internet, soit depuis maintenant 2 ans, sur plateforme mobile, avec sur Android et sur plateforme Mac, enfin plateforme Apple, des applications viewer synchronisées avec les mails. Et alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que donc nous, le e-learning, ça fait 10 ans qu'on en fait, et ça, c'est le drame du e-learning. C'est le drame du e-learning que je vais appeler 1.0. Tout ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a réchauffé le cœur. Je me suis dit, il y a vraiment des choses qui changent. Il y a vraiment des gens qui font maintenant ce qu'il aurait fallu faire depuis qu'on est capable de faire du je cite multimédia, fin de citation. Et voilà, parce que jusqu'à présent, les approches classiques qu'on rencontrait, qui étaient déployées chez cet opérateur télécom, mais qui sont aujourd'hui... Là, on est en petit comité quand même. Enfin, c'est la pointe. Hein. Le gros des formations en e-learning aujourd'hui, c'est globalement ce que j'appelle ici le e-learning 1.0. Et le e-learning 1.0, c'est plaquer des contenus pédagogiques qu'on a d'une façon ou d'une autre sous un format informatique et dire c'est du e-learning. Sauf que ça, c'est mettre des ressources à disposition, lesquelles ressources sont, il faut l'espérer, de bonne qualité, mais même pas toujours.
Et c'est pas ça qui suffit à faire que des gens vont apprendre. Il faut, au-delà de tous les aspects techniques, penser aux aspects humains. Et ça m'a fait plaisir aujourd'hui d'entendre énormément parler d'aspects humains. Parce que finalement, des ressources, quels que soient les sujets, il y en a et il y en a des quantités. On parle des vidéos, mais on pourrait parler des bibliothèques. Honnêtement, en architecture, en médecine, en informatique, à Paris, il y a des dizaines et des dizaines de bibliothèques qui contiennent à peu près tous les ouvrages de référence. Et c'est pas pour ça que les gens vont tous aller se former pour devenir architecte, médecin, avocat. La ressource à elle-même, la disponibilité de la ressource, qu'elle soit sur Internet ou qu'elle soit en bibliothèque, finalement, c'est un petit peu plus pratique quand c'est à la maison que quand c'est en bibliothèque. Mais quelqu'un qui est vraiment motivé, c'est pas parce qu'il ne pouvait pas aller en bibliothèque avant et que maintenant il peut accéder à l'information sur Internet que c'est radicalement différent. Ce qui va être important pour cet apprentissage, pour tous ces apprenants, quand on va leur proposer des formations en ligne, c'est ce qu'il va y avoir autour du contenu, autour de la formation, les éléments humains. Est-ce que les gens vont rester concentrés sur la formation? Si on demande une session de 3 heures de formation, ben c'est dur. Si on a des sessions de formation qui sont beaucoup plus courtes, c'est plus facile. Et d'ailleurs, les formats vidéo qui marchent bien en ce moment, c'est des formats très courts. Nous, nos leçons chez Gymglish, c'est des leçons qui durent 10 minutes. Est-ce que les contenus sont intéressants? Est-ce que je vais rester motivé? Ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est fondamental. Si le cours donne envie, parce qu'il y a de la mise en situation, parce que c'est intéressant, parce que les gens y trouvent leur compte, ça n'a rien à voir avec un cours rébarbatif. Et ça, c'est de l'humain. Et puis après, il y a d'autres aspects, notamment un aspect sur le long terme dont je reparlerai tout à l'heure, qui me tient particulièrement à cœur. Donc, si on peut faire ce constat, faire un constat de difficulté, c'est assez facile. Après, dire qu'est-ce qu'on fait pour justement éviter ces écueils, c'est plus difficile. Nous, notre approche, ça a été de construire une formule, la formule Gymglish, qui s'appuie sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est la durée. Nous, on est parti sur l'idée de donner des cours très courts. Donc on a fait ça en 2004. Depuis, il y a un terme à la mode qui existe pour décrire ce qu'on fait, c'est le micro-learning. Donc un peu à la manière de Monsieur Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir. Nous faisons du micro-learning et nous avons lancé nos cours de micro-learning sans savoir que c'en serait, où il y a 10 minutes pour la leçon, 5 minutes pour la correction, que vous pouvez faire quand vous voulez dans la journée. Ça, c'est au niveau du format. Deuxième pilier absolument essentiel, c'est l'histoire. Nous, nos profs d'anglais, si vous leur demandez ce qu'ils font, pour résumer, ils vont vous dire, en gros, le job le plus proche de mon job, c'est scénariste à Hollywood. Ça, c'est quand même assez révolutionnaire. Parce qu'un prof d'anglais, on pourrait imaginer que sa compétence principale, ça serait d'être fort en anglais. Et bien chez nous, c'est une compétence nécessaire, mais c'est malheureusement pas suffisant. C'est malheureusement pas suffisant à cause de la motivation des étudiants. C'est fondamental pour éviter, quand on est en e-learning, pour éviter des taux d'abandon élevés, pour garder une assiduité élevée dans le temps, c'est fondamental d'avoir des contenus qui sont accrocheurs. J'ai plein de gens autour de moi qui m'ont dit moi j'adore l'anglais, je regarde les séries à la télé, ça me parle, et c'est comme ça que j'ai progressé en anglais. Parce qu'ils se sont reconnus dans Friends, parce qu'ils ont adoré Dr House, parce que je sais pas quoi. Et bien ça, c'est la bonne méthode. Sauf que dans Friends, Dr House, il n'y a pas tous les ingrédients. Enfin, il y a l'anglais, quand on les regarde en VO, évidemment. Il y a l'anglais, mais il ne va pas y avoir les explications pédagogiques. Il ne va pas y avoir, attention, tel point de grammaire qui a été utilisé, ou tel point. Et ça, c'est ce que nous, on rajoute. Donc on va fabriquer les scénarios, et derrière, on va mettre
toutes les explications pédagogiques. À chaque fois qu'on va déterminer qu'il y a une difficulté sur un point X ou Y, on va poser une question, si c'est pertinent, et derrière, on va faire un modèle de l'apprenant. Et c'est là où on a notre troisième pilier, la personnalisation. Avec ce modèle unique, enfin, modèle individuel de l'apprenant, on va être capable de dire, bon, bah, telle personne, pas la peine de l'embêter avec les différences de yet et still, on l'a déjà testé, c'est maîtrisé, doigt dans le nez. En revanche, sur le présent progressif, là, il y a intérêt à travailler. Et il n'y a pas deux personnes chez nous, à l'exception du premier cours de la première leçon, il n'y a pas deux personnes chez nous qui ont les mêmes cours. Et le résultat, c'est qu'on obtient avec notre bêta, alors là, il s'agit des clients payants. Hein, donc notre solution, nous, on vend des abonnements. Et sur nos clients payants, qu'on vend à peu près 50% en entreprise et 50% en grand public, on a 80% de taux d'assiduité moyen constaté sur un an. Je dirais un petit mot sur notre moteur expert qui fait la formation, qui fait les leçons personnalisées. Il y a évidemment, quand on passe 10 minutes par jour, quand on fait du micro-learning, une attente de la personne de ne pas perdre son temps et d'être efficace. Si on est sur des niveaux qui sont trop faibles, les gens vont avoir l'impression de perdre leur temps, vont abandonner. Si on est sur des niveaux qui sont trop élevés, les gens ne vont pas comprendre, vont être frustrés et vont abandonner aussi. Donc, la personnalisation pédagogique, elle est non seulement intéressante parce qu'elle est efficace et qu'elle va permettre à l'apprenant d'apprendre mieux, mais elle est même nécessaire parce que si on ne l'avait pas, les gens abandonneraient tout bêtement le cours. Alors, il y a un point sur lequel je pense qu'on est assez unique et qui, moi, me tient particulièrement à cœur, c'est la mobilisation des connaissances. Lorsque quelqu'un apprend, disons, moi en école d'ingénieur, des cours de mécanique des milieux continus, tout ce qu'il faut pour construire un pont, il y a un cours qui va durer un semestre, qui va être ponctué par éventuellement un examen intermédiaire et puis un examen final. Et puis, à la fin, je suis censé savoir construire mon pont. Je suis diplômé d'école d'ingénieur, spécialiste en mécanique. Je fais pas de pont pendant des années et ça dérange personne. Et ça invalide pas pour autant mon diplôme. Et quelque part, ce pont, je serais bien incapable aujourd'hui de le construire. Parce que cette connaissance que j'ai acquise à un moment de ma vie, à un instant T, comme je ne l'ai pas exploitée, je l'ai complètement perdue. Et ce qui est dramatique, c'est que c'est à peu près le sort de, alors là, peut-être de 93% des connaissances que l'on peut acquérir tout au long de sa vie. Et ça serait, et alors ça s'explique assez bien lorsqu'on parle de la courbe de mémorisation. La courbe de mémorisation, c'est quoi? C'est quand on apprend 100 choses à un instant T, et puis qu'on ne travaille pas sur ces choses. Au fur et à mesure que le temps passe, le pourcentage de ces choses dont on va se souvenir, ou si on normalise pour une chose donnée, le pourcentage de chances qu'on s'en souvienne, sachant que le jour où on le testera, ce sera comme Schrödinger, ça va être soit on le sait, soit on ne le sait pas, mais entre les deux, c'est une probabilité. C'est une exponentielle décroissante. Une exponentielle décroissante, d'un côté, c'est catastrophique, parce que ça veut dire qu'on est voué à tout oublier, et très vite. Une exponentielle décroissante, ça descend très très bas. D'un autre côté, c'est salvateur, parce que ça veut dire que demain, quand vous rentrerez chez vous, vous n'aurez pas besoin de vous souvenir que les fauteuils, ils étaient bleu, vert, jaune, rouge, orange, bleu, vert, jaune, jaune, rouge, orange, bleu, vert. Des choses qui ne servent à rien. Si on devait se souvenir de tout ce qu'on voit tout le temps, de tout ce qu'on apprend, de tout ce que nos sens nous remontent, on deviendrait fou. Et c'est pour ça que le cerveau, en fait, il est super fort pour oublier.
C'est un peu moins pratique si on oublie les trucs qu'on a appris pour faire des ponts, quoi, si on a besoin de faire des ponts. Et le cerveau, il est quand même bien fait. C'est que si, dans une période ici, là, à court terme, j'ai besoin de mobiliser la connaissance que j'ai apprise, à ce moment-là, le cerveau va se dire, bon, bah, cette connaissance, c'est pas la couleur des canapés que je peux vraiment oublier, c'est une connaissance dont j'aurais besoin probablement à au moins un petit court terme. Et si dans ce petit court terme, de nouveau, je mobilise ma connaissance, le cerveau va se dire, bah, ça peut être un petit moyen terme, ou un moyen terme. Et lorsqu'on calcule de la même façon les courbes de rétention de la mémoire, en se posant la question, cette information-là ici, sur les 100 éléments que j'ai appris, 4 jours après, je les ai testés. Alors tester, il y a tester. Pour que ça marche, ça, il faut faire ce qu'on appelle des mémorisations actives. La mémorisation active, c'est « vous souvenez-vous du nom de ma société ?» Et vous répondez en chœur « Jimglish ». Ça, c'est actif. Mais à opposer à la mémorisation passive, je vous ai dit tout à l'heure que le nom de ma société, c'était Jimglish, vous en souvenez-vous bien tous? Et là, il suffit de dire oui, non. D'accord? Ça marche pour la mémorisation active. Et donc, si vous faites dans 4 jours un petit test, vous avez le 90% des éléments que vous avez appris au temps zéro dont vous allez vous souvenir. Et sur ces 90-là, si on teste, de nouveau, la courbe, ça reste une exponentielle décroissante, mais avec une période plus grande. C'est-à-dire qu'on oublie moins vite. Et ça va être la même chose aux différents rappels qu'on va pouvoir faire. Et finalement, avec quelques rappels, 5 ou 6 dans une année, au bon moment, on va obtenir une mémorisation long terme. Enfin, quand je dis long terme, ça va être sur 2 ou 3 ans. Et si on fait ça sur 3, 4, 5 ans, les rappels sont très peu nombreux et vont permettre d'avoir une mémorisation tout au long de la vie. Et personnellement, je pense que c'est ce qui aujourd'hui manque le plus au MOOC. C'est, on apprend quelque chose à un instant donné, on a éventuellement une certification, et après, bye bye. Dans certains cas, c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure, il y a des rappels. Il disait, on va pouvoir retourner faire une petite piqûre de rappel, mais ce n'est pas tout au long de la vie. Alors, si on fait ça tout au long de la vie, ça permettrait de mobiliser, vraiment d'avoir ces connaissances mobilisables. D'un autre côté, ça pose des questions sur qui gère ça, quelle est des questions de... Je sais pas, le mot qui me vient, c'est liberté, mais ce n'est pas le mot que je cherche. Enfin, j'espère que vous avez compris mon propos. De données privées, la personne qui contrôle ce gros truc qui viendrait me demander tout au long de ma vie, au bon moment, les connaissances avant que je les oublie, c'est pas quelque chose que je voudrais... Enfin, c'est quelque chose que je voudrais maîtriser moi, quoi. Alors, je maîtrise bien pour Jimglish, mais nous, on se cantonne juste sur l'anglais. Et donc dans Jimglish, nous, on met en place cet algorithme et on a des clients qui sont avec nous depuis maintenant près de 10 ans pour les premiers clients, qui bénéficient de ces rappels réguliers d'information et de consolidation des connaissances. Voilà. Donc je vais terminer en vous donnant juste un petit mot sur notre société. J'ai parlé de notre produit phare, Jimglish, qui est notre produit de cours d'anglais pour les entreprises et pour les particuliers. On fait à peu près 50% entreprises, 50% grand public. On a à peu près aussi 50% en France, 50% à l'export. Nous avons été créés en 2004. Mon associé Benjamin Lévy qui s'occupe du commercial et moi-même qui m'occupe de la technique. On est rentable depuis février 2005, tous les mois, le mois. On n'a pas levé de fonds, on est autofinancé. On a plus d'1,6 million d'utilisateurs en base de données, plus de 6000 entreprises clientes, plus de 40 universités partenaires.
On a un produit de cours de français langue étrangère qui vient de sortir, qui est formidable. Si vous avez des amis étrangers qui veulent apprendre le français, je vous recommande de les orienter vers notre site web fantastique.com. Un produit pour les enfants, le Rich Morning Show, à partir du collège. Je vais laisser quelques cartes d'abonnement gratuit sur la chaise tout à l'heure en partant. Les cartes jaunes, c'est pour les cours, c'est pour découvrir nos cours pour les enfants. Les cartes rouges, c'est pour découvrir nos cours d'anglais pour les adultes. Et nous avons aussi The Word of the Month, qui est une ressource pédagogique gratuite. Vous pouvez vous inscrire et puis avoir tous les jours, donc il y a une app aussi, tous les jours des informations sur, enfin tous les mois, pardon, des informations un peu humoristiques sur le mot du mois, et un site de conjugaison des verbes en français qui s'appelle vatefaireconjuguer.com, qui a la particularité de conjuguer les phrases, enfin les phrases simples, et donc vous pouvez marquer par exemple « je conjugue toute la nuit », il va vous faire ça, « nous conjuguons toute la nuit », vous conjuguez toute la nuit, tout ça. Je vais maintenant laisser la parole aux questions, et notamment si vous avez des questions sur les mobiles, parce que moi je ne m'attendais pas à parler particulièrement du mobile, donc j'ai probablement moins parlé du mobile que ce que peut-être vous vouliez m'entendre dire, mais j'ai aussi des choses à dire sur le mobile si vous avez des questions particulières. Alors, j'ai plusieurs questions. Premièrement, combien coûte votre abonnement ? Deuxièmement, est-ce que vous connaissez Flix, qui peut être un nouveau concurrent? Et troisièmement, comment est-ce que vous avez recruté vos profs scénaristes? Est-ce que vous avez cherché d'abord en premier des profs d'anglais, ou est-ce que vous êtes focalisé sur des compétences autres, comme le storytelling, et accessoirement, c'était bien qu'ils parlent anglais? Merci. Alors, sur la première question, nos cours d'anglais coûtent entre 20 € par mois et 9 € par mois. Enfin, 29 € par mois s'il n'y a aucun abonnement de durée. Dès que les gens s'abonnent sur un engagement de 6 mois, ça descend à 20 € par mois. Et ensuite, ça descend jusqu'à 9 € par mois pour les abonnements de 3 ans. Et on a des forfaits. On n'a pas de forfait gratuit, mais on a un test gratuit de 1 semaine sur notre site web, et avec la petite carte rouge, ça rajoutera 2 mois gratuits. Deuxième question, est-ce que je connais VIX ou Flix? Non, je ne les connais pas. Apprendre l'anglais en regardant des séries de télé, ben, ça me semble très bien, mais je les connais pas. Enfin, sur l'anglais, on est très très nombreux. Le marché est aussi énorme, et non, je le connais pas. Et enfin, nos profs d'anglais. Alors, comment on les a recrutés? D'abord, on a commencé par recruter des profs d'anglais, parce qu'on pensait qu'on avait besoin de profs d'anglais. On a, donc en 2004, on a pris des profs d'anglais, et puis on a sorti notre produit, et on s'est mis à le tester nous-mêmes, et c'était juste trop chiant. Mais vraiment trop chiant. C'est-à-dire que les 10% de motivés là, qu'il y a toujours dans un échantillon, ils l'auraient fait, parce qu'ils étaient motivés par l'anglais, mais les 90%, ils ne l'auraient pas fait. Et là, on s'est dit qu'il y avait un vrai problème. Et dans notre équipe de profs qu'on avait recrutés, il y en avait un qui était particulièrement créatif. Et lui, il nous a dit, mais je sais pourquoi c'est chiant. Vous nous demandez d'écrire des textes sur Yet et Still ou avec le présent progressif. Mais quand on a des contraintes comme ça, eh ben on écrit des Brian is in the kitchen, still in the kitchen, no, he has not left the kitchen yet, quoi. On peut pas faire autrement. Quand on est forcé d'écrire du yet et du still, il n'y a que ça qui sort. Et nous, la force de notre moteur, c'est que sur chaque texte qui est créé par les auteurs, on est capable de dire, avec des métadonnées, là, il y a tel truc qui est intéressant, tel truc qui est intéressant, tel truc qui est intéressant. Et finalement, le jour où on a besoin d'un yet et d'un still, au lieu de dire aux auteurs, faites un truc sur yet et still parce qu'il arrive en chapitre 8 et puis que j'ai mon chapitre 7 avant qui fait ça et que c'est linéaire, voilà, on peut dire, bah écoutez, on renverse la vapeur. Maintenant, les auteurs, vous faites vos histoires de façon créative, complètement autonome. Et une fois qu'elles sont écrites, on regarde ce qu'il y a d'intéressant et de pertinent dans les histoires, on met les tags, et on laisse ce moteur la charge de se débrouiller pour construire un parcours pédagogique cohérent pour les apprenants. Et ça, c'était vachement bien. Donc cet auteur qui était super fort, super créatif,
Ça a été notre premier salarié. Les autres, qui étaient moins créatifs, vu qu'on n'avait pas les moyens de les salarier, et puis qu'en plus ils étaient moins créatifs, on n'a pas continué à travailler avec eux. Au début, c'était des prestataires. Et puis ensuite, quand on a cherché à étoffer cette équipe, le critère de créativité était notre critère numéro 1. Alors, et notre deuxième critère était qu'il soit irréprochable en anglais et natif. Mais s'ils avaient été irréprochables en anglais et natif et pas créatifs, de toutes les façons, on n'aurait pas pu les garder. Et en fait, c'est probablement un des métiers les plus durs qu'il y a chez nous. Parce que ça demande des compétences, d'être irréprochable en anglais, sur la langue, voilà, il faut être carré. Ça demande d'être extrêmement créatif et dans la durée. C'est-à-dire qu'on a eu des salariés qui ont réussi à être créatifs pendant 6 mois, et puis après, ils n'avaient plus de jus. Parce que c'est dur d'être créatif, c'est hyper dur. Tout le temps, tout le temps. Et en plus, on leur demande de faire du XML, du machin, de travailler avec le moteur, de taguer, de metadata. C'est un métier qui existe probablement que chez nous. C'est une équipe importante, hein, c'est 5 personnes à temps plein. Plus un chef, ça fait 6. Et c'est un des points forts, un des points clés de notre société. Voilà. Et je crois que j'ai répondu aux 3 questions. Merci. Tout d'abord, moi, je suis très impressionné par votre méthode et vos chiffres, étant moi-même développeur d'applications mobiles dans l'éducation. Et justement, c'était une question sur le mobile. J'aimerais savoir justement, déjà, est-ce que vous avez une extension mobile de votre site internet et de votre solution? Et est-ce qu'il existe des différences entre ces 2 solutions, la solution mobile et web? Est-ce que vous utilisez les mêmes méthodes et les mêmes outils de formation? Alors, le mobile, chez nous, on a commencé à se poser la question en 2012, où on s'est dit, bon, bah, il se passe des trucs dans l'espace mobile, on va sortir une version mobile. Et nous, notre format, qui était une leçon qu'on fait de haut en bas en 10 minutes, qui était très simple en termes de HTML, de formulaire, de machin, rien vraiment excitant là-dedans, même depuis qu'on a abandonné la leçon directement dans l'email. Maintenant, on met un petit peu de JavaScript, mais le JavaScript qu'on met, c'est éventuellement pour démarrer un player audio, ou alors pour dire en fin de leçon, vous avez fait que 8 des 10 tests, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez envoyer ça, ou quelqu'un vous corrige les 8, et puis les 2 que vous n'avez pas fait, on ne sait pas, donc on vous les remet pour plus tard, vous n'avez pas le temps, c'est pas un problème. Ou, enfin, voilà, c'est vraiment très très simple. Donc, on s'est dit, on va faire, dans un premier temps, un viewer spécialisé sur mobile avec une ergonomie un peu adaptée, parce que quand il faut taper, quand les formulaires sont plus petits, enfin voilà, il faut un peu adapter l'ergonomie, avec des notifications qui disent, attention, il y a une nouvelle leçon qui est arrivée, des choses comme ça. Et puis, donc, on a sorti ça, et puis, ça n'a pas été particulièrement impressionnant en 2012. Et à partir de, je dirais, mars 2013, de façon assez soudaine, une partie de ça, c'est lié à la mise en avant dans les App Store. Une partie de ça, c'est lié aussi, à mon avis, à une plus forte pénétration des équipements suite à Noël 2012-2013. Tout d'un coup, on a eu beaucoup de nouveaux inscrits directement via la plateforme téléphonique, la plateforme mobile. Enfin, nous, c'est plutôt téléphone. Les tablettes, il y en a un petit peu, mais c'est plutôt les téléphones. Et ça a été vraiment très rapide. Hein. Entre décembre 2012, on se disait, bon, on l'a fait parce que tout le monde le fait. On l'a fait en plus pas trop cher, donc on était content. Mais bon, ça tient pas non plus, enfin ça casse pas des briques. Aujourd'hui, le mobile, c'est un vrai vecteur de croissance. Si on avait fait l'impasse dessus, ça aurait été une vraie erreur. Est-ce que ça répond à la question? Oui, plus ou moins, mais et les gens payent sur mobile Alors c'est le même, même modèle, hein. C'est la même chose.
Sur mobile, les gens vont payer leur abonnement. Et les leçons sont synchronisées entre le mobile et l'email. C'est-à-dire que celui qui va faire sa leçon pendant 2 jours sur l'email, revenir le lendemain, enfin 3 jours après, sur le mobile aura la suite. Et puis ensuite, il reviendra sur l'email, il aura encore la suite. Et les gens payent leur abonnement mensuel. Est-ce que vous avez un module de reconnaissance vocale? Alors la question est si on a un module de reconnaissance vocale. On n'en a pas. Historiquement, c'était incompatible avec nos contraintes techniques qui étaient d'être capable de fonctionner par email chez des clients qui n'avaient même pas accès à Internet. Et même aujourd'hui, où notamment avec les apps sur téléphone portable, on pourrait faire... Enfin, on n'aurait plus ces contraintes informatiques. On a choisi de ne pas le faire parce que... de ce qu'on a pu voir de la reconnaissance vocale, au mieux, ça dessine des jolies courbes. Ça permet aux gens de voir leurs jolies courbes à côté. C'est assez ludique pendant quelques fois. Et puis après, les gens arrêtent parce qu'il n'y a pas un intérêt vraiment énorme. Et le truc qui nous a surpris, alors là, c'est très spécifique à notre métier, hein, c'est sur les langues. On s'attendait, donc nous on fait travailler la grammaire, le vocabulaire, la compréhension écrite et la compréhension orale. On ne fait pas travailler l'expression orale, on ne fait pas travailler la communication. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le blended, dont on a parlé aujourd'hui, c'est extrêmement pertinent. Et on a tout un tas d'offres en blended, avec lesquelles on va travailler avec des écoles de langue traditionnelles qui ont des profs d'anglais. Et on va ensemble donner des cours, nous sur la partie en ligne, eux sur la partie présentielle, ou distancielle mais physique, parce que le blended maintenant ça peut être distanciel aussi, avec du Skype ou du Hangout. Donc ça marche très bien le blended. Donc si je reviens sur l'oral, nous on se disait, notamment dans la version qui n'est pas blended, il n'y aura pas d'expression orale, les gens ne vont pas progresser. Et on a eu beaucoup de retours de clients qui nous ont dit, c'est formidable, Jinglish, grâce à vous, j'ai progressé en l'oral. Alors, on a dit, mais attendez, ça ne doit pas être grâce à nous, parce que nous, on ne fait pas progresser en oral. Et ils nous ont dit, si, parce que quand j'ai écouté mon Jinglish, j'ai eu des scènes avec des Indiens, avec leur accent indien, avec des Chinois, avec leur accent chinois, avec des Pakistanais, avec des Uruguayens, avec tous les pays du monde dont on a des acteurs qui viennent en studio enregistrer. Et je me suis rendu compte que d'une part, mon accent, il n'était pas plus pourri ou nul que les autres. Que l'anglais, c'est vrai, l'anglais aujourd'hui, il n'est pas parlé que par les Anglais en Angleterre. Et même les Anglais en Angleterre, il y en a qui parlent pas comme les autres, quoi. Enfin, donc, un accent français, certes, c'est pas forcément l'accent idéal, mais finalement, quand il s'agit de communiquer, la personne avec qui on va parler ne parle pas forcément mieux en termes d'accent. Et puis si on... Enfin bref. Et par ailleurs, le niveau global, notamment du public français en France, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut généraliser à tous les pays, mais le niveau global des Français en France en anglais, il n'est pas si mauvais. En revanche, les Français sont hyper complexés. Ça ne veut pas sortir. Ils sont hyper complexés. Alors, il y a plein de théories sur le pourquoi de ça. J'ai ma propre théorie que j'exposerai peut-être en privé. Mais ça ne veut pas sortir. Et les gens nous disaient, en faisant mes 10 minutes d'anglais par jour, j'avais confiance dans mon vocabulaire, confiance dans ma grammaire. J'étais moins complexé par mon accent parce que j'ai entendu plein d'autres accents. Et puis quand je me suis mis à parler, c'est sorti. Et du coup, ça a marché. Et donc, au final, même si aujourd'hui les technologies permettraient de faire de la reconnaissance vocale, des petites courbes et tout, on pense qu'on n'a pas intérêt à le faire, parce que ce qu'on propose aujourd'hui permet de débloquer les gens, et on ne va pas changer une méthode qui marche. Vous l'avez souligné tout à l'heure, en fait, en particulier en vérification des langues, et dans le domaine des langues, il y a, c'est impressionnant le nombre de vérifications des choses. Vous l'avez à peine abordé, ça semble être pour vous un non-problème.
Alors, c'est pas forcément un non-problème. Enfin, après, ça dépend comment on se positionne. C'est compliqué pour un acheteur potentiel parce qu'il va voir 50 solutions. C'est compliqué pour un acteur existant parce que quand il rencontre quelqu'un dans la rue, on lui dit « Est-ce que tu connais machin ?» Et on a l'air de con parce qu'on ne connaît pas. Parce que y a juste le marché change tellement vite, va tellement vite que si on suit ça tout le temps, on arrête de faire notre job du quotidien qui ramène à manger. C'est d'un autre côté pas trop un problème parce que le marché il est énorme. Et si dans le lot il y a des solutions qui sont bonnes et qui marchent, globalement au final, les gens vont apprendre. Et quelque part, nous, quand on a créé cette société avec Benjamin, certes, on voulait une société rentable, et d'ailleurs, c'est pour ça que très très vite, on a été rentable et que on n'a pas levé de fonds pour rester autonome. Mais nous, notre objectif avant tout, c'est de se faire plaisir et c'est d'aider tous les gens dans le monde à mieux communiquer entre eux, parce que je pense que c'est une bonne mission dans la vie de se dire je vais aider tous ces gens entre eux à mieux parler, parce que s'ils se parlent mieux entre eux, ils se taperont moins dessus. Et quelque part, s'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi pour enseigner l'anglais à tout le monde, j'aurais tendance à vouloir m'améliorer parce que je suis quand même un compétiteur. Mais d'un autre côté, je serais bien content parce que cet objectif global de partage de la connaissance avancera. Donc, moi, personnellement, je dis bienvenue à mes compétiteurs sur mon espace. J'ai aucun souci avec ça. Alors, nous, aujourd'hui, on est à peu près à 50% de chiffre d'affaires en France et 50% à l'étranger. Et avec nos marchés principaux qui sont l'Europe, avec notamment Allemagne, Benelux, on a aussi, et Espagne. On a aussi pas mal de clients au Canada. On ne s'attendait pas trop, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui apprennent l'anglais à Québec avec notre solution. Et depuis qu'on a du français, on a aussi des Canadiens qui apprennent le français avec notre solution. Donc le Canada, c'est un bon pays pour nous. On les aime bien. Et on a quelques expériences dans des pays plus du tiers-monde. Enfin, pas du tiers-monde, c'est pas ça. En développement. Mais dans ces pays-là, nos abonnements sont en général trop chers. Et les moyens de paiement que nous on propose, qui sont en gros les déclinaisons de la carte de crédit internationale, ne sont pas disponibles pour l'ensemble de la population. Donc sur les pays en développement, on a encore beaucoup de marge de progression. Je vous remercie pour votre attention.